Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette nouvelle saison des conférences ICM Amos. Je me présente Robert Cloutier, je suis le président de la section ici à Amos. Avant de commencer, plusieurs mots, mais le plus important, je pense, c'est nos commanditaires. Merci vraiment aux commanditaires. Ceux qui s'affichent, c'est ceux de la saison 2022-2023. Dans les jours qui viennent, je vais vous envoyer un courriel pour renouveler les commandites pour la saison 2023-2024. Mais vraiment, merci aux commanditaires parce que sans les commanditaires, on ne réussirait pas à faire ce qu'on fait. Ici à Amos, on s'était donné comme rôle de faire du maillage et permettre aux gens de se rencontrer, les gens du secteur de se rencontrer, et aussi de communiquer les bonnes nouvelles ou la bonne nouvelle du secteur minier, vraiment là, le plus largement possible. C'est pour ça que nos conférences, en plus d'être web diffusées, sont enregistrées et sont conservées sur la page Facebook. N'importe quand, vous pouvez retourner voir une ancienne conférence, sont là. Encore une fois, merci aux commanditaires. Sans vous autres, on ne réussirait pas à faire ce qu'on fait. Puis c'est gratuit, c'est disponible pour tout le monde. C'est vraiment vous autres qui nous permettent ça. Je voudrais souligner aussi, tout le monde, vous avez profité d'une consommation en arrivant. C'est nos partenaires cocktails, ILEC Industrie, Forage Nordique, Sayona Québec, EMI3 Communication et le citoyen qui nous permettent de vous offrir ça. Encore une fois, merci. Cette année encore, on a décidé de revenir avec les bourses pour les étudiants. L'année passée, on avait 5 000 $ en 2 bourses, une pour l'automne, une pour l'hiver. Cette année, on a gardé à peu près la même chose. C'est encore 5 000, mais ça va être 5 bourses de 1 000. 2 à l'automne, la saison qui est un petit peu plus court, puis 3 pour la saison d'hiver. L'idée, c'est de permettre aux étudiants de venir puis de développer un réseau, de mailler puis de se développer un réseau dans le secteur minier. Et aussi, l'autre raison, la raison pour laquelle c'est une bourse de présence, c'est en même temps, c'est pour permettre aux employeurs de savoir qu'il y a des étudiants qui sont intéressés à venir aussi, puis de rencontrer ces étudiants-là. Je sais qu'on a au moins un étudiant, peut-être même plus. Pour être certain que les gens, vous l'identifiez, je demanderai aux étudiants de se lever. Puis, en fait, ce que ça demande, c'est 18 ans et plus et étudiant à temps plein. Toutes disciplines confondues. Il est en arrière. Il ne veut pas être premier de classe, ça a l'air. Juste pour répéter, chaque présence à une conférence donne un billet, un coupon pour une chance de plus pour gagner une des bourses. La feuille de présence qui va circuler, c'est important. Ça me sert aussi à avoir des statistiques pour les conférences, autant en ligne qu'en présence. En ligne, je compile les noms. Comme en présence. Ça me sert aussi de vous envoyer le PDF des conférences. OK. Je me demandais si je vais avoir des commentaires. Je le sais, je suis en retard. J'ai encore quelques conférences de la saison passée que je n'ai pas tout envoyé des PDF. Je m'excuse. Je travaille là-dessus. Ça s'en vient. Au moins, je ne me fais pas tirer de roche. Les gens en ligne, je vous demanderai autant que possible, signifiez votre présence. Vous pouvez m'envoyer un courriel sur Facebook. Vous pouvez faire un like pour vous identifier. Envoyez votre adresse courriel si vous voulez que je vous ajoute à la liste d'envoi. Sur Zoom, c'est un peu comme les gens sur Facebook. Donnez votre adresse courriel. Juste l'alias que vous utilisez, là, ça ne marche pas. Ça ne donne pas d'idée. iPod 2 là, ou iPad 2, là, il y en a tout le temps 2 ou 3. Là. Évidemment, si vous changez d'adresse courriel, communiquez-la. Ça va faciliter les choses. Ça va éviter les bandes.
excusez, je n'ai pas en tout suivi mes affaires. Les gens en ligne, n'hésitez pas à envoyer vos questions. Envoyez-les par écrit. On va les traiter, les poser des questions à la fin de la conférence. Je vous demanderai d'éteindre vos cellulaires ou tout au moins couper le son. En passant, la nouvelle saison qu'on débute, là, on était tout excités. Là. Je l'ai dit, je n'ai pas suivi pas tout ce que j'ai écrit là. J'en ai oublié des trucs. Là. On avait hâte de recommencer, puis on a aussi des nouveaux projets, des nouvelles choses qu'on veut essayer cette année. Vous allez les voir passer. Entre autres, il y en a une que je vais déjà être prêt à l'ajouter dans le plan de commandite. On m'a fait la remarque aujourd'hui, oui, mais pourquoi en rajouter? On a déjà beaucoup de choix. Bien, c'est parce que les gens peuvent avoir une assiette complète, un gros buffet. J'aime ça, moi, les gros buffets, pour choisir la commandite qui fait votre affaire. Oui, il y a des nouvelles choses qui s'en viennent. La conférence de ce soir sera donnée par M. Philippe Belzile. M. Belzile a diplômé de McGill en 2011. Il cumule 11 ans d'expérience dans le secteur minier. Après avoir travaillé à Matagami et Val-d'Or, Philippe s'est joint à l'équipe de Mines Raglan en 2018, où il occupe maintenant le poste de planificateur long terme. Je devrais plutôt dire ingénieur, planificateur long terme. Philippe, c'est à toi. Merci Robert. Pour le son, c'est bon? Donc, merci à tous de vous être déplacés en grand nombre. Merci de me donner la chance d'inaugurer la saison 2023-2024. Et, sans plus tarder, je vous amène avec la présentation de Mines Raglan en route vers phase 2. Dans le fond, oui, plus tard. Donc, notre prospective, tout ce que je peux dire ne se réalisera pas nécessairement. Donc, c'est comme tout le monde, tous les autres. Donc, mise en contexte, dans le fond, Glencore, c'est 100 ans d'histoire au Canada. C'est pas 100 ans de présence de Glencore au Canada. Ça a été une évolution de plusieurs compagnies. Dans le monde, c'est au-dessus de 150 sites, présents dans 35 pays, au-dessus de 135 000 employés. Là, donc, c'est un gros joueur mondial dans l'extraction, la transformation et la vente de matières premières. Donc, Mines Raglan, qui sommes-nous? Dans le fond, on est présent dans le Grand Nord du Québec, au Nunavut. Dans le fond, présentement, on a 3 mines souterraines qui sont présentement en exploitation. L'exploitation a commencé en 1997 avec la mine Nécatinic. On emploie présentement plus de 1300 employés. La capacité au site est autour de 900 employés, donc c'est le maximum qu'on va atteindre présentement. Comme c'est des horaires de rotation, ben, on a nécessairement plus d'employés. La majorité est basée au site, mais on en a aussi là, dans des bureaux à Montréal, Rouen et différents endroits satellites. Donc, bureau d'aviation à Toronto, centre de consolidation à Québec. Dans le fond, toute l'infrastructure, tout ce qui transport de matériel passe par Québec, étant donné que c'est notre port d'attache. Donc, essentiellement, tout le matériel qui est transporté à Raglan provient du port de Québec. Et, dans le fond, Mines Raglan aussi, la production de minerais, ben, le concentré transige à Québec, puis vers la fonderie à Sudbury, avant de retourner vers Nikkelverk en Norvège pour être raffiné et devenir du nickel pur là, qui se retrouve sur les marchés.
Donc, on avait, dans le fond, plusieurs phases avec Mine Raglan. La première consistait de 4 mines, dans le fond, les gisements qui étaient connus lors de l'inauguration du site, le début de la production commerciale. Puis les 2 phases suivantes là, se sont ajoutées à mesure qu'on a découvert des gisements supplémentaires avec l'exploration en surface. Donc, ça nous permet aussi de renforcer notre partenariat avec les Nunavimmiut, les résidents là, des communautés qui nous entourent. L'entente Raglan, signée le 28 février 1995, dans le fond, c'était le premier projet minier au Canada à avoir signé une entente de partage avec les communautés. Donc, l'entente Raglan fait en sorte que, dans le fond, c'est un contrat qu'on a entre Glencore, Mine Raglan et les différentes communautés sur le partage des profits, sur la gestion environnementale, les différentes politiques là, avec les groupes. Donc, ça vient structurer la façon dont on opère dans le nord du Québec, dans le but d'avoir des relations qui sont le plus harmonieuses possible avec les communautés. Donc, comme je disais, les volets significatifs, la protection de l'environnement et mesures d'atténuation. Un des exemples, c'est que, dans le fond, tout le matériel est transporté par bateau. Puis il y a une plage entre mars et juin où on ne peut pas envoyer de matériel dans le nord, étant donné que c'est la période de... dans le fond, c'est le moment de la chasse aux phoques, dans le fond, sur les glaces. Là. Donc, c'est une des choses qui sont dictées par l'entente Raglan. Contribution financière, fait que le partage des profits, puis aussi tout ce qui est là, entrepreneuriat. Donc, on a beaucoup d'entreprises qui sont en partenariat avec les communautés inuites. Puis, ça permet d'avoir autour de 20% là, de présence inuite sur le site. Là. Donc, ça un bel ajout à la famille Raglan. Donc, la propriété de Raglan, si on zoome un petit peu plus. Dans le fond, sur le site, on a l'aéroport où la majorité des employés, la totalité des employés transigent. Une longue route pour se rendre jusqu'à Katinik, là, qui est l'endroit où on retrouve le complexe, et la première mine qui est en entrée en opération. Katinik, dans le fond, c'est aussi l'endroit là, où on a le concentrateur, crocheur, dans le fond, toute l'infrastructure, la production d'énergie et compagnie. Le long de la route, dans le fond, on a quelques mines. On a mine 14 qui n'apparaît pas encore. On a la mine à Kimayuk qui est devenue aussi la mine 8, comme elle partage le même portail. Puis un peu plus loin, dans le fond, on a ce qui est mine 2, mine 3 qui est fermée depuis quelques années et mine Kikialik qui est au bout de la route. Dans le fond, avoir un site qui est aussi étendu, ça amène aussi son lot là, de challenge, étant donné que, dans le fond, c'est difficile d'amener du courant à Kikialik, par exemple. Donc, on doit avoir un système de génératrices qui sont dédiées. Dans le fond, les conditions climatiques aussi amènent leur lot de défis. Souvent, des blizzards, des chutes de neige abondantes. Donc, la distance devient un enjeu là, avec les fermetures de route, le déneigement, la remise en opération là, d'un si grand secteur. Là, ça complique les choses par rapport à une mine qu'on retrouve en Abitibi. Donc, une fois que le minerai est envoyé à Katinik, concentré, il s'en va jusqu'au port maritime à Baie-Déception. Et tout le matériel, dans le fond, qui est utilisé sur le site fait le trajet inverse à partir du port. Il y a une partie du matériel qui est aussi transporté par avion, les choses qui sont un petit peu plus pressantes, ou des denrées de base comme la nourriture.
c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Dans le fond, communauté environnante, là, on a Saluit et, si je me rappelle bien, c'est Kanji Sujuak. Puis, on peut dire à la blague là, que c'est à 3 ou 4 heures de motoneige du site. Particularité géographique, dans le fond, Minraglen, dans le fond, on avait parlé de Canadian Royalties qui sont venus présenter la saison dernière. Dans le fond, ils sont juste légèrement au sud de la propriété de Minraglen. Par contre, on partage là, une partie du réseau routier, l'aéroport et compagnie. Particularité, dans le fond, on a environ 550 mètres de pergélisol. Donc, on a, dans le fond, le sol est gelé en permanence jusqu'à cette profondeur. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'eau. Des fois, avec une légère présence de sels minéraux, on arrive à avoir de l'eau avant d'être complètement sorti du pergélisol. Mais on a quand même une grande différence là, de caractéristiques de massif rocheux là, entre un massif qui est gelé et dégelé. La température du roc, généralement, là, entre -5 et -7. Ça, c'est dans le fond près de la surface, là, parce qu'on a un gradient qui fait en sorte que plus on descend, plus la température augmente. La température annuelle moyenne à Katinnik, dans le fond, c'est -10 degrés. Et à Baie-Déception, -7. Donc, on voit qu'on est dans des conditions qui sont légèrement inhospitalières. Et on est 400 km au nord de la limite des arbres. Là, donc, c'est un paysage qui est rocailleux. Des fois, on a un petit peu de verdure, mais c'est, somme toute, très, très limité. Puis, ça fait qu'on est également un site là, qui est isolé. Isolé, mais autonome. Comme je disais, dans le fond, la majorité du transport se fait pour les passagers, se fait par avion. Donc, avec les rotations, ça représente 45 000 déplacements. Puis, pour l'équipe de la logistique, c'est quand même un grand casse-tête là, parce qu'on a des gens sur des rotations de 2 semaines, 2 semaines, 2 semaines, 3 semaines, 2 semaines, 3 semaines, 3 semaines, 2 semaines. Je pense que on doit avoir au-dessus d'une centaine de rotations différentes jusqu'à du 28-14 pour les gens qui étaient là à l'ouverture du site puis qui ont continué avec la même cédule. Par avion, comme je disais, là, les denrées nécessaires et ce qui est urgent, donc ça représente au-dessus de 1500 tonnes de matériel par année. Plus de 800 vols d'avions également par année. Jusqu'à une vingtaine de destinations différentes. Donc, au sud, dans le fond, on a des vols là, de Rouen, Québec, Montréal. Il y avait Toronto jusqu'à dernièrement, là, mais ils ont décidé de déplacer les opérations de Toronto à Montréal. Puis pour le transport maritime, dans le fond, on a un port de mer à Baie-Déception et un brise-glace, le MV Harvick, qui fait 9 voyages par année pour déplacer, là, grosso modo, 200 000 tonnes de concentré par année et 60 000 tonnes de matériel. Ça représente quand même une grande logistique là, parce que tout doit être dans des conteneurs. Donc, il faut s'assurer d'avoir suffisamment de conteneurs vides pour renvoyer dans le sud, pour les faire remplir à Québec, pour qu'ils reviennent à temps au site, pour ne pas manquer de matériel. Donc, souvent, dans le fond, il faut voir 12, 18, même 24 mois d'avance là, pour s'assurer d'avoir le matériel à temps au site. Donc, c'est sûr. Donc, c'est sûr que ça nécessite quand même une bonne vision là, des besoins futurs au site. Pour le complexe hôtelier, dans le fond, présentement, on est autour de 900 chambres à Katinnik. Il y a un complexe satellite à Baie-Déception. On ne parlera pas des campements aussi qui existent encore à Donaldson, mais qui ne sont plus utilisés. Dans le complexe hôtelier, dans le fond, on a un petit peu, on a de tout là. Ma conjointe appelait ça affectueusement le Resort Raglan.
Donc, cuisine, buanderie, gymnase, salle de repos. Dans le fond, il manque... la seule chose que les gens disent, c'est qu'il manque une piscine. Puis, je pense que dans le contexte, c'est difficile à avoir, mais c'est un endroit où on a vraiment de tout. Comme on est isolé, dans le fond, on doit avoir notre propre production énergétique. Donc, on parle de 30 MW de capacité de production. Dans le fond, c'est ce qu'on a besoin de façon courante. De ces 30 MW-là, 6 provient d'énergie éolienne. Dans le fond, on a 2 éoliennes de 3 MW chacune. Puis, dans le fond, on a un réseau de distribution local là, de 25 kV entre mine 2 et mine 14. Les autres sites sont un petit peu trop éloignés, donc ils ont leur propre système de génératrice. Pour la production énergétique, toujours, dans le fond, Mine Raglan a comme objectif de diminuer de 50% les émissions d'ici 2035 et d'être à zéro émission nette d'ici 2050. Donc, nécessairement, on parle de davantage de production à faible intensité carbone. On parle également de... Oui, la production, mais la production n'est pas nécessairement constante, donc d'infrastructures de stockage d'énergie. Puis une des choses qui est regardée pour l'instant, c'est d'utiliser une des vieilles mines qui n'est plus en opération, puis d'utiliser dans le fond, le potentiel lié à la hauteur pour faire un projet de système de transfert d'énergie par pompage. Donc, utiliser les surplus d'énergie produits par une façon qui reste à être déterminée. Puis dans le fond, pomper de l'eau en surface, puis lorsque la production, que ce soit le vent, le solaire, chute, dans le fond, on repompe l'eau vers le bas de la mine pour avoir dans le fond une mini-centrale sur le site. Autres activités qui sont essentielles. On a nécessairement production d'eau potable, gestion environnementale, parc à résidus avec système de traitement des eaux, système de mesure d'urgence. Mesure d'urgence, tant sauvetage minier que recherche, dans le fond, recherche en surface et maritime. Services techniques, maintenance des équipements, utilité construction, dans le fond, parce qu'on doit construire des chemins, des routes un peu partout, de l'aménagement de surface. Formation, le laboratoire d'analyse se trouve également au site et système de technologie de l'information. Côté contexte opérationnel, comme je vous disais, on est relativement étendu. Donc, on parle de 70 à 80 km la propriété d'est en ouest. C'est largement inexploré. Là, donc, on parle d'environ 20% du site qui a été exploré jusqu'à maintenant. Donc, on a encore beaucoup de potentiel, dans le fond, qui demeure à découvrir. Dans le fond, l'ensemble des mines, l'accès se fait par un portail et tout le transport du matériel se fait par camion diesel, tant le minerai que le stérile. La production actuellement se fait entièrement à partir des mines souterraines. On n'a plus de projet de pit en surface, du moins pas à court terme pour les opérations. La production, dans le fond, vise 1,52 million de tonnes par année. Donc, ça nous met un petit peu en haut de 4000 tonnes par jour. Puis la durée de vie initiale de Raglan, c'était 15 à 20 ans. Puis avec l'exploration, on a doublé. Puis j'ose croire qu'en continuant à explorer, on va étendre ça encore plus. Donc, phase 1, on avait Katinik, on avait mine 2. Dans le fond, les deux mines sont fermées. Mine 3, qui est fermée également. Donc, ce qui reste de phase 1, on a Kikelik et Akimayuk. Puis dans le fond, quand on parle de phase 2, on parle de mine 8 et de le projet minier 14. Donc, c'est les deux, dans le fond, mines
qui sont aussi des corridors de minéralisation là, qui vont être, dans le fond, c'est les prochains points de focus là, pour les prochaines années. Donc, côté exploration, dans le fond, Mine Raglan, c'est un gisement polymétallique de classe mondiale. Donc, on a principalement du nickel, mais on a aussi des bonnes teneurs de cuivre et des éléments là, du groupe palladium. Côté ressources, dans le fond, dans les ressources, on a plus ou moins là, 110 lentilles de différentes formes, de différentes teneurs, à différentes profondeurs. Donc, du moins côté ingénierie, ça amène son lot de défis constants. Dans le fond, on n'a pas une grosse patate à quelque part. Là. On a plusieurs petits gisements d'orientation différentes dans des structures géologiques différentes aussi. Donc, il faut être créatif pour chaque petite unité, trouver la meilleure façon d'extraire le minerai qui est en place. Puis, des fois, on a des corridors dans l'ultramafique. On voit que la minéralisation, d'un certain côté, on a des couloirs préférentiels. Donc, des fois, on peut se poser la question, est-ce qu'il y a des mines qui se connectent entre elles? Des fois, ça arrive, des fois, c'est stérile. C'est la vie. Côté exploration, comme je disais, dans le fond, on focus dans le fond sur phase 2 présentement. Donc, on opère présentement là, dans 8 tâches. On a aussi Mine 14 qui a commencé la production commerciale cette année. Puis là, dans le fond, on était à explorer l'ensemble du corridor entre les deux mines. Puis ça, dans le fond, il faut savoir qu'on a un corridor qui relie les deux mines. C'est quand même assez intéressant parce que jusqu'à maintenant, on avait quelques lentilles, puis c'est un corridor qui était unique. Fait que là, on était juste en mesure de regarder, de faire une analyse, une étude de faisabilité sur quelques lentilles. Puis là, ben, on a la chance d'avoir quand même beaucoup de potentiel, puis de se donner l'occasion de rêver qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour exploiter l'ensemble de façon la plus efficace possible, au lieu de focusser sur une lentille. Après ça, on dit, ben, on a 8J qui est connu juste à côté. Fait que là, on fait un projet juste pour 8J, mais 8J, toute seule, n'est pas suffisamment grosse pour mettre en place une infrastructure particulière. Mais quand on le regarde dans l'ensemble, on a la possibilité d'aller chercher là, une façon d'opérer qui pourrait être plus efficace. Donc, c'est ce qu'on fait présentement. Côté exploration, dans le fond, l'exploration commence par la surface pour définir là, les ressources qui sont présumées et indiquées. Donc, on a 2 mailles là, généralement pour l'exploration, 50 par 50 pour la première passe, pour les ressources présumées. Et ensuite, on raffine la maille là, 25 par 25 selon les endroits. Dépendamment là, de la profondeur, de la taille du gisement, puis du potentiel d'accroissement des cibles. Des fois, on reste juste à l'exploration. Des fois, on se donne la peine d'améliorer la précision. Puis ça représente, là, pour le forage de surface, autour de 100 km par année. Et de sous terre, dans le fond, on amène les ressources à la dernière catégorie là, de mesurer. Donc, avec une maille de forage qui est encore plus serrée, là, au 12,5 mètres par 12,5 mètres. Donc, on a aussi là, au-dessus de 100 km de forage par année qui est fait de sous terre. Puis, on peut voir aussi là, la différence entre ce qu'on a comme gisement, dans le fond, ce qui était foré de la surface, puis ce qu'on a une fois que le forage de sous terre est fait. Là. Donc, souvent, on a des surprises positives. Si on transpose ça en design minier, dans le fond, lorsqu'on a la maille de forage là, 100 par 100, on a un design qui est somme toute sommaire. Puis à mesure qu'on
raffine la qualité de l'information, on voit que le design change, on a des gisements qui s'ajoutent. Et dans le fond, ça, c'est la mine Qiqalik présente. Là. Donc, on voit qu'à mesure qu'on a fait de l'exploration sous terre, on a rajouté énormément de potentiel qui n'avait pas été déterminé de la surface. Donc, nos mines. Donc, on a Akimayuk, qui était le plus gros producteur. Akimayuk, dans le fond, qui signifie riche en Inuktitut. Donc, c'est ça, rampe à partir de la surface, tout le halage par camion. Donc, on suit essentiellement là, 2 corridors de minéralisation. C'est ici. Puis, dans le fond, c'est connecté aussi à Minuit. Dans le fond, tout sort par le même portail. Dans le fond, c'est que lors de l'étude de Minuit, on s'est posé la question, est-ce qu'on refait un portail en surface? Est-ce qu'on a un shaft? Est-ce que, dans le fond, toutes les options étaient ouvertes. Puis la solution qui a été préconisée, c'est de faire 2 rampes à partir du développement existant d'Akimayuk. Ça permettait aussi de réduire l'empreinte de surface, puis d'augmenter aussi significativement la mise en production, de réduire significativement le délai avant la mise en production du gisement. Donc, dans le fond, Akimayuk, il reste quelques petites lentilles à gauche, à droite. Pour des raisons là, de contrôle de la teneur et de distance, on peut dire qu'on en a encore pour 3 ou 4 ans à miner cette mine-là, mais c'est sur les derniers 1000. Phase 2, ce que je vous montrais, là, dans le fond, c'est Minuit, c'est tout le corridor, là, donc on a plusieurs millions de tonnes. On doit parler de au-dessus de 10 millions de tonnes qui sont connues pour l'instant. Qiqalik, dans le fond, est dans un contexte géologique particulier. Dans le fond, elle est dans des... La minéralisation se retrouve dans la sédimentation, entre 2 tranches de roches sédimentaires. Donc, c'est extrêmement dur de faire de l'exploration de la surface et même de sous terre. Dans le fond, on a des enjeux de déviation qui sont significatifs. Donc, on avance un petit peu à tâtons, puis on sait une année, 2, des fois 3, ce qu'on a en avant de nous. Donc, on apprend généralement à la dernière minute où se trouve le minerai parce que il faut être suffisamment bas pour être en mesure de le forer à des angles qui sont relativement faibles par rapport au gisement. Puis on a Mine 14, dans le fond, qui est entré en production cette année avec plusieurs lentilles. Je pense qu'on en parle là, prochainement. Donc, dans le fond, Mine 14, on a avec Redpat, notre partenaire qui fait contracteur. Dans le fond, eux autres ont fait presque 10 km de développement jusqu'à maintenant. Puis de notre côté, Glencore, dans le fond, on en a fait au-dessus de 4 km pour mettre les lentilles là, du niveau supérieur en production. Si on regarde un petit peu les dates, là, dans le fond, on a commencé l'exploration en 2008. Puis on commence l'exploitation cette année. Donc, on a quand même beaucoup de temps entre le moment où on découvre le gisement et le moment où on est en mesure de démarrer la production. Donc, c'est important d'avoir, avec l'exploration, là, beaucoup d'avance pour savoir, dans le fond, ce qui va arriver dans les années à venir. Donc, pour l'instant, là, on était à au-dessus de 4,5 millions de tonnes à 2,8 % nickel pour la portion supérieure. Présentement, dans le fond, si on part du portail, dans le fond, on a plusieurs principales où se fait le traitement d'eau. Ensuite, on a un chantier de stérile qui est exploité pour servir de réserve d'eau propre et aussi de bassin de décantation en même temps. Normalement, la décantation se fait
en amont, mais si jamais, ça peut être une place où se fait une dernière décantation pour avoir de l'eau propre sous terre, dans le fond, parce que toutes les mines opèrent en circuit fermé. Donc, on n'a pas d'eau qui remonte en surface. Donc, dans le fond, on réutilise notre eau, donc c'est important de la traiter pour la garder propre pour limiter là, les bris sur les équipements. Donc, à court terme, côté contracteur, dans le fond, c'est le contracteur qui développe la rampe principale pour ouvrir les accès de niveau. Dans le fond, un des enjeux, c'est que la galerie de forage de définition n'est pas encore ouverte, n'est pas encore exploitée, alors que la rampe est déjà passée devant la minéralisation. Donc, il y a souvent un enjeu de positionnement d'infrastructure, étant donné que dans le fond, on opère essentiellement dans une certaine limite, un peu à l'aveugle. Dans le fond, avec la maille de forage, on a une bonne idée de où se trouve l'information, où se trouve la minéralisation, mais on a des bonnes chances d'avoir des surprises également, comme vous avez vu il y a quelques slides. Donc, gros enjeu de forage, puis dans le fond, c'est important. C'est là où, dans le fond, l'ingénierie géologie travaille de façon étroitement liée pour bien cibler les endroits pour avoir l'information à temps. Côté opération, dans le fond, côté Glencore, dans le fond, Glencore opère un petit peu plus haut dans la mine. Ouais, c'est un petit peu un jackpot. Si on regarde la quantité de galeries et d'infrastructures, dans le fond, au travers de tout ça, on a un garage principal qui se retrouve ici. On a nos accès de ventilation qui amènent l'air frais de la surface. C'est vraiment comme enclavé dans la minéralisation. C'est pas quelque chose qu'on anticipait au début du projet. Puis à mesure qu'on a fait quelques forages de la surface pour essayer de stériliser la zone. Puis à mesure qu'on forait de sous terre, ben on a vu qu'on était comme juste pour dire sur le bord de la lentille avec les forages de stérilisation. Donc ça amène aussi son lot de défis, là, côté planification, côté séquence, pour assurer qu'on a un bon accès aux tonnes, mais qu'on garde aussi des accès qui sont sécuritaires et stables pour tous. Les deux mines, dans le fond, dont l'exploitation est complétée, mine 2, dont je parlais tout à l'heure, dans le fond, qui fait 900 mètres de hauteur, donc c'est presque 2 tours du CN. Dans le fond, on avait quelques lentilles qui restent connues dans le fond de la mine, mais de par leur épaisseur, leur teneur, c'est impossible d'aller les exploiter de façon économique. Donc, c'est pour cela qu'on n'a pas été en mesure de descendre plus bas. Katinik, dans le fond, on était arrivé au bout de ce qui était connu côté ressources. Donc, on a miné l'ensemble. Katinik qui est encore en opération parce que, dans le fond, l'ensemble du minerai qui est ramené à la surface est envoyé sous terre à Katinik. Dans le fond, c'est là où se trouve le concasseur qui alimente le moulin. Donc, Katinik, même s'il n'y a plus d'activité de production, demeure en opération. Puis tant qu'on n'aura pas une infrastructure en surface, Katinik va continuer d'être utilisé. Donc, tout à l'heure, je disais, il faut être un peu créatif là, dans les méthodes de minage. Donc, lorsqu'on a des lentilles qui sont, dans le fond, avec des pendages qui sont très, très faibles et de faible épaisseur, on utilise généralement là, des coupes et remblais. Donc, on développe une galerie, on la remblaye, on développe une autre galerie par-dessus, on la remblaye, on développe une autre galerie, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on arrive dans le haut du gisement. Lorsque la lentille est suffisamment verticale, on peut y aller avec du long trou, primaire, secondaire. Dans le fond, il y a
deux grandes variantes. Des fois, on a accès à du remblai rocheux cimenté. Des fois, non. Donc, quand les lentilles sont suffisamment importantes, on a en place une infrastructure pour effectuer du remblai rocheux cimenté, ce qui permet d'augmenter grandement la récupération de la lentille. Lorsque les lentilles sont trop petites ou trop éloignées de l'infrastructure en place, on doit laisser des piliers permanents en place entre les différents chantiers pour garantir la stabilité. Et lorsqu'on a des lentilles qui sont assez épaisses, mais aussi inclinées, dans le fond, on fait du long trou, mais en retraitant. Donc, contrairement à la majorité des mines en Abitibi, au lieu de rentrer par les pontes inférieures, on rentre par les pontes supérieures. Donc, disons que ma main, c'est le gisement. Tout le développement se fait par en haut. L'idée, c'est d'avoir une séquence de minage qui est le plus verticale possible. Donc, on retraite en descendant. La raison pour laquelle on a besoin d'une séquence de minage qui est verticale, c'est que si on vient faire des trous un petit peu partout, ben là, on se crée des vides en dessous des pieds, puis là, on a des chances du mouvement de terrain, puis des problèmes de stabilité. Donc, c'est quelque chose qu'on veut éviter à tout prix. Donc, c'est pour ça que ça amène une certaine contrainte côté exploitation. Par contre, lorsqu'on a des lentilles qui sont significatives, on parle de quelques centaines de mètres d'épaisseur, ben, procéder de cette façon-ci permet de commencer l'exploitation beaucoup plus tôt que de développer une rampe jusque dans le bas puis de remonter jusqu'en haut. Puis des fois, ben, on a besoin d'utiliser un hybride de plusieurs techniques parce que la lentille se promène dans différents sens. Côté technologie, dans le fond, on a Mine Connectée qui a été un projet qui a été lancé il y a quelques années. Donc, ça venait avec l'installation de LTE en surface et sous terre, dans le fond, pour se donner la capacité de communication, capacité de débit suffisante là, pour penser avoir des véhicules qui sont opérés à distance, d'avoir de la télémétrie, d'avoir des systèmes de détection de proximité. Donc, dans le fond, tous les véhicules et les lampes de mineurs sont équipés là, de processeurs, de chips là, pour la détection de proximité. Donc, les conducteurs ont des alarmes lorsqu'ils s'approchent soit d'un autre véhicule ou d'un piéton. Donc, ça augmente grandement la sécurité là, des travailleurs sous terre. Dans le fond, ça venait aussi avec une salle de contrôle. Donc, ça permet d'avoir une meilleure gestion de la flotte sous terre, des activités, un meilleur contrôle aussi de l'énergie, de l'eau. Dans le fond, on est capable d'avoir un meilleur contrôle là, sur la ventilation. Puis si on se rappelle que toute l'énergie provient de soit des génératrices, soit des éoliennes, dans le fond, on est quand même limité sur la quantité d'énergie disponible. Donc, ça permet d'éviter là, des enjeux de blackout là, où on perd l'énergie sur une partie. On perd l'alimentation sur une partie du site parce que la charge électrique est trop importante. Téléopération, pour l'instant, on a 2 postes pour des chargeuses navettes, mais c'est appelé à augmenter. Et on va tester prochainement là, des camions autonomes, donc pour augmenter là, la période d'opération au site. Donc, phase 2. Comme je disais, dans le fond, on a les séries 8. Présentement, on a Mine 14 d'un côté, Mine 8 de l'autre. Pour l'instant, dans le fond, par rapport à 8H, là, qui est notre lentille présentement en exploitation, on cherche à descendre d'environ 200 mètres verticaux. Donc, ça nous amènerait autour de 750 mètres de la surface. Pour le gisement, l'ensemble des gisements de 6,7 millions de tonnes qui sont connus actuellement,
On parle de 36,2 km de développement. Donc, c'est un réseau de rampes principales, de rampes dédiées là, pour l'exploration. Des rampes qui sont dédiées aussi pour le câblage, pour le remblayage. Étant donné que le gisement a quand même dans le fond, est à faible pendage et pas suffisamment épais pour avoir 3 niveaux. Donc, ça nécessite l'ajout d'un niveau supplémentaire pour câbler. Puis en même temps, ça permet de remplir complètement les ouvertures qui vont être créées lors de l'exploitation. Donc, ça permet de maximiser la récupération, d'augmenter un peu la stabilité. Donc, présentement, on est au stade de l'étude de préfaisabilité. Le développement devrait commencer, dans le fond, devrait commencer en novembre cette année. Dans le fond, dès que la première campagne de définition est complétée dans le haut de la lentille. Fait qu'on va commencer avec la rampe d'exploration. Puis la rampe d'exploration, dans le fond, va se connecter à différents endroits là, sur la rampe principale. Donc, une fois que l'exploration va être complétée, dans le fond, ça va ouvrir des faces supplémentaires aussi pour la rampe principale. Donc, ça va accélérer aussi là, le développement pour se rendre dans le bas du gisement, dans le fond, ce qui est le point d'intérêt premier. Parce que dans le minerai, comme dans toute chose, dans le fond, ce qui est léger tend à flotter, puis ce qui est lourd tend à descendre. Donc, le nickel, généralement va être en plus grande quantité dans le bas des lentilles que dans le haut. De par la grosseur du gisement, puis comme la production elle est répartie avec la production des autres mines, dans le fond, on vise une production entre 2028 et 2040. Donc, on parle de 12 ans d'exploitation pour cette portion-ci. Et, dans le fond, ce que je parlais tout à l'heure, le potentiel à long terme, dans le fond, on sait qu'on a quelques gisements qui sont connus. Il y en a où on a certains hits, mais on a convenu que la majorité d'exploration serait faite de sous terre. Donc, ce qui va arriver l'année prochaine, dans le fond, c'est qu'on continue la rampe principale de mine 14, puis on va lancer 2 rampes en parallèle pour s'en aller jusqu'à 8i. Dans le fond, une rampe de ventilation, une rampe principale. L'idée, c'est d'avoir la possibilité... Est-ce que j'ai la voix sèche? Merci, Robert. Donc, l'idée, c'est d'avoir une connexion le plus rapidement possible entre les 2 zones pour être capable de faire l'exploration du corridor à partir de sous terre. Puis éventuellement, si on a un système de transport performant là, à partir de 8i, ben, il y a aussi un gain là, qui pourrait être obtenu en transportant le matériel de mine 14 directement vers 8i. On voit, dans le fond, le transport se ferait essentiellement en descendant ou sur des segments qui sont relativement plats. Donc, on est capable d'aller chercher une productivité qui serait beaucoup plus importante avec des camions, par exemple, que de remonter le matériel jusqu'à la surface. Puis ensuite, ben, on met ça sur un convoyeur, un camion autonome ou autre, puis ça s'en va au crocheur. En conclusion, dans le fond, si vous êtes intéressé à en connaître davantage sur le cycle du nickel, de l'exploration jusqu'à l'utilisation dans les différents marchés, Glencore a produit une vidéo The Journey of Nickel, ou Le voyage du nickel. C'est disponible sur YouTube si cela vous intéresse.
Sinon, dans le fond, mine Raglan, comme je disais, c'est un site minier qui est isolé, mais où la qualité de vie est somme toute exceptionnelle. Là. Il manque de rien. C'est complètement indépendant, donc le travail de tous et chacun est essentiel pour que, dans le fond, c'est un écosystème, puis on a besoin de tout le monde dans l'écosystème. On ne peut pas penser qu'il y a une partie qui peut fonctionner toute seule. Raglan offre beaucoup d'opportunités, là, dépendamment de l'échelle d'observation. Dans le fond, puis un site qui a également d'excellentes perspectives d'avenir. Donc, merci à tous. Merci Philippe. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Si vous avez des questions, levez la main. Je vais vous apporter le micro pour que les gens en ligne puissent entendre la question. Mathieu Lauzon, TechnoSub. Dans le fond, je voulais savoir, le pergélisol, il va jusqu'à quelle profondeur? Puis pensez-vous, à mesure que la mine s'approfondit, de rencontrer des veines d'eau dans une portion de la mine qui est plus dans le pergélisol? Oui, dans le fond, présentement, le pergélisol, on parle d'autour de 550 mètres de profondeur. Par contre, dans les mines là, des séries 8 et d'Akimayo, qu'on a eu de l'eau là, avant d'être sorti du pergélisol. Donc, ça amène des enjeux là, de dilution de l'eau salée qui est essentielle à nos opérations pour empêcher que l'eau gèle partout. Donc, oui, on a de l'infiltration, même si on est à l'extérieur du pergélisol. Et le forage d'exploration qu'on continue à faire dans 8i montre qu'on a aussi des venues d'eau. Par contre, la conductivité hydraulique est somme toute assez faible avec la surface. Donc, il y a certains endroits où on sait que, dans le fond, une fois qu'on va avoir drainé certaines structures, dans le fond, l'écoulement va arrêter. Mais c'est ça, il y a d'autres portions du site qui sont aussi sous enquête présentement. On n'est pas à l'abri d'un talic, dans le fond, qui serait une cheminée dégelée dans laquelle l'eau peut circuler entre la surface et sous terre. Je ne sais pas si ça répond à la question. Oui, Régis Côté, Fordia. Jadis, il y avait des problématiques avec le minerai au niveau de la concentration. Quand il est exposé à l'air, il se consumait. Est-ce que maintenant, avec les nouvelles mines, c'est la même problématique? À plusieurs endroits, dans le fond, en jouant avec les différentes sources, là, on est en mesure d'avoir un mélange à la surface qui dans le fond, qui ne s'enflammera pas, là, mais par contre, dans les chantiers, dans le fond, qui ont une teneur supérieure à 4 si on n'est pas en mesure de les soutirer suffisamment vite, dans le fond, avec l'eau salée qui est envoyée aussi sous terre là, pour abattre la poussière, bien, ça augmente la réaction. Puis, comme le minerai riche avec le forage sautage fait généralement, dans le fond, il est plus mou, là, fait qu'il y a une fragmentation qui est plus fine. Dans le fond, il va avoir tendance à se reconsolider dans les chantiers sous terre. Donc, c'est un enjeu. C'est un enjeu à certains endroits de la mine. Mais une fois que le minerai est ramené en surface, dans le fond, on arrive à le mélanger avec d'autres sources pour limiter la teneur. Puis sinon, le processus, là, c'est grandement stabilisé là, en surface. Là, donc, on assèche suffisamment les résidus, on abaisse la température avant de les envoyer au dôme à Baie-Déception. Luc Cloutier. J'ai été impressionné par le nombre de chambres que vous avez.
Et les nouveaux développements-là, ça veut-tu dire que vous allez rajouter encore des chambres? Fait que vous en avez 900 là, environ. C'est quelque chose qui se discute là, c'est ça, avec tous les projets de construction là, d'augmenter la capacité au site. Un des gros facteurs, c'était le traitement des eaux usées. Donc, une fois que ça va être réglé, ben, on va être capable d'augmenter la capacité pour mettre en place de nouveaux projets, parce qu'il y en a quand même plusieurs à venir. Ça va être un gros resort. Je pense qu'il y a des questions en ligne. Ah oui, une question en ligne. Bon, il y en a deux, en fait. La première de Nathalie Camden. Quels sont les principaux défis auxquels fait face Raglan? On parle des enjeux techniques, sociaux, climatiques, financiers, etc. Je pense que la main-d'œuvre, c'est un des enjeux de tous les jours. Là. Dans le fond, le transport de la main-d'œuvre, la gestion de la main-d'œuvre au site, de s'assurer d'avoir les bons gens au bon moment. Dans le fond, sur le site dont la capacité est limitée. Dans le fond, ça peut avoir un impact là, sur tant la production, la maintenance, l'exploration, le traitement, le transport de matériel de baie déception. Là. Donc, c'est quand même un enjeu qui est significatif. La logistique, comme Mine Raglan est isolée, c'est quand même un gros balai là, de conteneurs, de matériel, de transport de matériel. Là. Des fois, on a des fournisseurs en région, mais on doit envoyer le matériel à Québec pour qu'il monte soit sur l'avion, sur le bateau. Donc, ça prend une très bonne organisation pour ne pas perdre d'opportunités. On n'a pas la chance d'être en ville comme certaines minières en Abitibi où on appelle le fournisseur puis l'après-midi, c'est dans la cour. Là. Donc, c'est bon, j'ai une autre question maintenant de Richard. Pas de nom de famille, on vous invite à mettre vos noms de famille le prochain coup. Est-il possible d'avoir une idée de l'importance des minéraux du groupe PGM? Comme ça, non, j'ai pas le... Je pourrais pas donner l'importance en termes de pourcentage équivalent de nickel ou de pourcentage de revenus que ça représente. C'est de l'ordre de quelques particules par million. Parfait. Une question de Luc Saint-Arnaud maintenant. Comment va le plan de gestion des résidus? Est-ce qu'il y a des défis de ce côté? Oui. Côté résidus, dans le fond, parler des résidus miniers. Pendant longtemps, on pensait que on déposait les résidus, comme la température moyenne est somme toute assez basse, ben, l'ensemble des résidus allait geler en place, puis que ça allait régler là, les enjeux de drainage mini-acide et autres. Par contre, il y a quelques années, c'est ça, avec le changement de température, changement climatique, on s'est rendu compte que la proportion qui dégelait était plus importante que ce que l'on anticipait. Donc le traitement des résidus, dans le fond, la fermeture du site va être changée. Par contre, on n'a pas encore commencé à... Peut-être que je me trompe, d'où les notes prospectives au début. Mais dans le fond, il n'y a pas... Il me semble qu'il n'y a pas de portion là, où la déposition est finale sur le tailing. Donc, on n'a pas encore mis en place quelque chose qu'on va devoir changer dans le futur. Et si tout va bien, c'est la dernière question du web. Cette fois-ci sur Facebook, pensez-vous augmenter le nombre d'éoliennes sur le site? C'est une des choses qui est considérée, là, dans le fond, dans
les moyens de production d'énergie. Dans le fond, si on exclut le solaire, pas le solaire, le nucléaire, pour des raisons pas nécessairement techniques, là, mais d'acceptabilité sociale. Dans le fond, de par la position nordique du Québec, de Mine Raglan, dans le fond, oui, l'été, on a énormément d'ensoleillement, presque 23 heures sur 24. Par contre, l'inverse est vrai l'hiver aussi, là, donc on a des grandes périodes de noirceur. Donc, c'est ultimement là, probablement une multitude de solutions qui vont être mises en place pour arriver à produire l'énergie dont le site a besoin. Bonsoir, Pascal Hamelin, Ménapcour. Au niveau de la production, on parle d'une plaine concentrateur rempli jusqu'en quelle année environ? Le concentrateur, pour l'instant, là, on parle de 2030. Je dis 2040. Oui, 2040. 2040. Puis ensuite, vous avez des réserves jusqu'en quelle année? Dans le fond, on n'a pas encore de design associé, donc on ne sait pas le pourcentage de minerais qui va être inclus dans le plan minier. Donc, c'est ça, pour l'instant, on parle de 2040. Mais ça change d'année en année. D'année en année. Puis les teneurs sont-ils pas mal tout le temps similaires durant les 17 prochaines années? Non, il y a une certaine variabilité en fonction de ce qui va être exploité, là, dépendamment des niveaux où on est rendu, dépendamment des lentilles qui sont disponibles aussi. Là. OK. On parle de quelle teneur environ là, en nickel, par exemple? Présentement, on est autour de 3% de nickel. Mais c'est ça, l'évolution, là, ça monte, ça descend. Ça dépend des années. Merci. Mais généralement, la tendance est à la baisse là, sur le site. Dans le fond, on a trouvé, j'ai le goût de dire, les meilleures lentilles en premier. Donc, c'est peu probable là, qu'on dépasse significativement là, ou qu'on dépasse tout court là, 3% là, dans les années à venir. Frédéric Marcotte, VWR. Juste par curiosité, autour du site principal de la mine Raglan, est-ce qu'il y a une possibilité d'avoir des claims ou d'aller chercher des claims autour, ou c'est une formation géologique qui est unique à l'endroit? Je ne serais pas la meilleure personne pour répondre à cette question. OK. Non, mais c'est bon. Merci. Merci, Philippe. Merci à tous. Mais peut-être, pour répondre à la question, je vais vous dire que le site du ministère des Ressources naturelles du Québec c'est peut-être même pas le bon site. Sur Gestime, tu vas le voir. Dans le fond, il y a la carte du Québec avec les claims qui sont attribués ou non à l'ensemble du Québec. Là. Donc, je pense que c'est la meilleure référence pour voir ce qui est disponible ou non. Bien, merci. Et merci à tous. Mais maintenant, c'est le moment pour donner les cadeaux aux conférenciers. Oups, le commanditaire s'en va en terre. Il est coincé. Ah, c'est le petit cordon en arrière. Excuse-moi. Pour se mettre devant les... Ah, je passe un petit peu plus devant le commanditaire. Merci beaucoup. Okay. J'en profite en passant pour remercier Marie-Josée qui a décidé de renouveler son offre pour donner des peintures à nos commanditaires cette année. Et Philippe va inaugurer nos nouveaux polos.
Parce qu'en passant, je ne l'ai pas mentionné tantôt dans l'introduction, mais Philippe est sur le CA d'ICM Amos. Merci, Philippe. Merci beaucoup. Notre prochaine conférence, c'est le 17 octobre prochain. C'est M. François Chabot qui est dans la salle ce soir. Tester l'audience probablement. Qui va venir nous offrir la conférence. Je vais souhaiter bonne fin de soirée aux gens qui sont en ligne. Puis pour les gens...